T'aies un pied dehors ou une tasse à la main, que tu sois au volant, sur un canapé ou dans un coin, pas besoin de stopper ce que tu fais, on te parle là où tu es. On parle de livres, bien sûr, mais aussi de souvenirs. De ce qui nous touche, nous bouscule ou nous fait sourire. Bienvenue dans les merveilles à mots ouverts, un souffle de plusieurs voix dans ton univers. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Ça va? Bonjour. Ça va et vous? Bah oui, très bien. Rebonjour tout le monde et bienvenue dans cette séance spéciale durant laquelle nous accueillons l'écrivaine française aux millions de lecteurs et l'une des autrices préférées de nous, malgaches et français aussi, Marie Vareille. Aujourd'hui, donc, notre rendez-vous sera divisé en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous, les fondatrices de Mots et Merveilles, on va faire un petit interview, on va vous poser quelques questions sur vous. Et puis, dans un second temps, ça sera à nos membres de vous poser leurs questions à travers notre rubrique Vos mots ouverts. Mais avant de commencer, on va se présenter très rapidement. Je vais présenter le book club et après je vais vous laisser vous présenter d'une manière un peu spéciale comme on a l'habitude de faire dans notre book club. Donc Mots et Merveilles, c'est un club de lecture qu'on a fondé avec 8 amis, lectrices très passionnées en 2024. Et aujourd'hui, on a à peu près une 50aine membres, principalement à Madagascar. Et en fait, nous, on est convaincus de l'importance de la lecture auprès des jeunes, nos principaux membres actuellement. Et c'est dans ce sens-là qu'on recherche tout le temps de nouvelles choses à proposer à nos membres. Donc, depuis sa création, on a pu inviter plusieurs auteurs malgaches déjà. Et cette année, nous avions pour objectif, pour ambition, d'essayer d'inviter des auteurs français. Et c'est dans ce sens-là que je vous ai contacté sur Instagram pour voir si vous seriez intéressés. Et donc, je réitère nos remerciements les plus chaleureux de votre réponse positive parce que vous nous offrez là une très belle opportunité qui va sûrement nous marquer dans notre vie de lecteur. Bah, merci à vous de m'accueillir. Et donc, voilà pour nous, pour Mots et Merveilles. Et on vous propose une petite présentation un peu atypique, comme on aime bien sortir d'un cadre classique. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à travers un petit portrait chinois avec 2 ou 3 idées? Ça pourrait faire l'affaire. Oui. Vous me posez des questions, c'est ça? Non, comme vous voulez. Bah, je ne sais pas ce que c'est un portrait chinois. Ah, bah si par exemple vous étiez une fleur, vous serez quoi? Un coquelicot. Ok. Parce que d'abord j'adore les coquelicots, j'aime le rouge, et puis c'est une fleur qui est à la fois une fleur sauvage, mais très, très belle, je trouve, et fragile aussi. C'est une fleur que j'aime bien. D'accord. Et si vous étiez un animal? Je serais un animal qui reste dans son terrier. Un rongeur quelconque qui n'aime pas trop sortir, je crois. D'accord. La petite berne, une marmotte ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Je pense qu'entre lecteurs, on est tous d'accord sur cet aspect-là de ne pas trop aimer sortir. Voilà. Et un petit dernier, si vous étiez un objet? Je serais un stylo. Qu'est-ce qu'une autrice sans sa plume, effectivement? Ma deuxième question, c'est une question qui semblerait difficile pour les auteurs parce que vos livres sont tous vos bébés, mais on aimerait quand même savoir le livre que vous avez écrit, que vous préférez le plus.
Alors, le livre auquel je suis le plus attachée, c'est toujours le dernier que j'ai écrit. Ok. Surtout quand je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps, parce que je suis encore proche des personnages, je suis encore dedans, quoi. Donc, c'est celui qui est le plus proche de moi. Après, si je supprime celui-là, en partant du principe que c'est une question biaisée, je dirais que l'expérience de lecture que j'ai trouvée la plus enrichissante, la plus folle, c'est l'écriture de ma trilogie young adulte Elia la passeuse d'âme, parce que c'est le seul roman que j'ai écrit qui n'est pas un roman réaliste. Et donc, j'avais un terrain de jeu vraiment infini, parce que je n'étais pas limitée, on va dire, aux frontières par les frontières de la réalité, quoi. Je pouvais inventer ce que je voulais. Donc ça, le fait d'écrire un livre dans le domaine de l'imaginaire, c'était une expérience d'écriture géniale. Après, je dirais qu'ils m'ont tous, au moment où je les ai écrits, apporté quelque chose qui comptait pour moi à ce moment-là, quoi. Donc effectivement, c'est difficile de faire un tri, D'accord, de trop les bien. classer. Raison de plus pour nous donc de découvrir cette trilogie jeunesse. Et ma petite dernière question pour cette présentation, est-ce que vous pourriez nous dire votre livre préféré de tous les temps ou récemment? Alors c'est pareil, c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai adorés, qui m'ont beaucoup marqué. Je pense que j'en avais parlé à la rencontre où on s'était vu. Titi, je suis très mais fan du coup, je repose. des Sœurs Brontë, voilà. Et notamment, j'ai été très marquée et à l'adolescence et à l'âge adulte par le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un roman qui est à la fois extrêmement original, moderne pour l'époque à laquelle il a été écrite, qui a une héroïne très forte, où il y a un côté un peu thriller, mystérieux, une ambiance, il y a du suspense, il y a une grande histoire d'amour. Enfin, pour moi, c'est un roman qui regroupe plein de choses que j'adore et qui m'a pas déçue quand je l'ai relu à l'âge adulte. Donc voilà, je sais pas si c'est mon roman préféré, mais en tout cas c'est vraiment un roman assez fondateur pour moi. Et mais il y a d'autres romans. J'adore La vie devant soi de Romain Gary. J'ai été fascinée par Harry Potter. Je pourrais citer beaucoup d'autres livres, mais disons que s'il fallait en citer qu'un de très marquant, ce serait Jane Eyre de Charlotte Brontë. D'accord, super. Je pense que ceux qui l'ont lu, dans moi, je suis d'accord avec vous sur, cet aspect de multiples facettes de ce livre et pour ceux qui l'ont pas lu encore, je pense que c'est votre signe, aujourd'hui. Merci beaucoup pour pour ces premières questions, Marie, et là, je vais passer, la parole à ma collègue Sarah pour la suite. Ça marche. Merci Marie pour ces réponses. Merci Tic de m'avoir passé la parole. Du coup, moi, c'est Sarah, aka A Girl with Books, une des cofondatrices du Book Club. Et là, désolée, mais je vais vous assommer avec un long discours. Non, je rigole. On va juste faire un tour rapide des livres de Marie, du coup. Et si jamais, Marie, je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Donc, Ça marche. donc depuis 2014, Marie nous embarque dans des histoires qui mêlent toujours avec justesse, humour, émotion et beaucoup, beaucoup d'humanité. Donc, elle débute avec Ma vie, mon ex et autres calamités, paru chez City du groupe Hachette et puis Charleston. C'est un roman léger, drôle et pétillant qui a été déjà lu par 7 d'entre nous qui sont présents aujourd'hui. Donc, c'est un super chiffre. Ensuite, l'année suivante, elle confirme avec Je peux très bien me passer de toi, paru chez Charleston, qui lui vaut le prix des lectrices confidentielles en 2015. Et là encore, 7 d'entre nous l'ont déjà lu. Donc, c'est un livre qui joue avec un joli équilibre entre l'humour, l'émotion. Et là, le style ton style, Marie, a déjà commencé à s'affirmer. Ensuite, il y a eu
enfin, ça change totalement le registre, mais il y a eu la trilogie jeunesse que tu parlais tout à l'heure, et il y a La Passeuse d'âme, donc entre 2016 et 2019, paru chez Pocket Jeunesse. Donc c'est multiprimé parce que cette trilogie a reçu le prix Pierre Bottreau, le prix dévoreur des livres et le grand prix des lecteurs jeunesse. Par contre, elle a été seulement lue par 2 d'entre nous, donc là, c'est votre signe aussi pour commencer à le lire. Il y a tellement à explorer encore. Ensuite, on a en 2017, Marie nous propose un ouvrage un peu plus personnel, un peu plus pédagogique avec Écrire un roman. Comment devenir écrivain, écrire un livre et le faire publier. Donc ça a été publié chez Amazon Media selon nos recherches, qui plonge complètement dans les coulisses de l'écriture. Personnellement, comme j'ai pas trop l'ambition de devenir écrivaine, je l'ai pas encore lu et je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous. Et après ça, on a Là où tu iras, j'irai, lu par 5 d'entre nous. C'est un livre qui illustre encore une autre facette de l'écriture de Marie. Ensuite, on a en 2019 La vie rêvée des chaussettes orphelines, paru chez Charleston, qui marque un vrai tournant. C'est un succès collectif récompensé par le prix des lectrices Charleston, le prix des petits mots des libraires. Et c'est un roman qui a conquis clairement le groupe parce que 16 d'entre nous l'ont déjà lu. C'est quand même beaucoup. En 2020, ça se poursuit avec Le syndrome du spaghetti qui est mon chouchou, c'est mon préféré, paru chez Pocket Jeunesse et Pocket, lu par 8 d'entre nous et récompensé par le prix Babelio, le prix des Incorruptibles. C'est un récit tendre, accessible et qui touche, peu importe qu'on soit jeune ou adulte, vraiment, je vous le jure. Ensuite, en 2021, on a Ainsi gèlent les bulles de savon, paru chez Charleston, qui confirme encore la capacité de Marie à émouvoir sans jamais perdre la légèreté dans ses écrits. Donc, ce livre reçoit le prix Charleston Poche en 2022. Il a été lu par 16 d'entre nous. Et en 2022 vient Désenchanté, du coup, paru chez Charleston et livre de poche. Donc, lu par 17 d'entre nous et qui s'impose vraiment comme un coup de cœur collectif. Il a reçu plusieurs prix d'ailleurs, une adaptation en série pour France Télévisions. C'est vraiment un roman marquant et qui reste longtemps en tête. L'avant-dernier, on a La dernière allumette, paru en 2024 chez Charleston, l'un des plus lus du groupe aussi, parce qu'il a été lu par 17 d'entre nous encore, récompensé notamment par le Grand Prix des blogueurs littéraires et le prix Audiolib. Bah, c'est un roman qui laisse vraiment une empreinte. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et enfin, on a Nous qui avons connu Solange, paru cette année chez Flammarion, lu par 5 d'entre nous encore parce que c'est tout récent, mais il suscite déjà beaucoup de curiosité et d'attente. Et du coup, Marie, on voit que vous naviguez entre plusieurs genres. On a du feel good, on a du polar, on a d'historique, vraiment un peu de tout. Mais lequel vous correspond le plus, c'est-à-dire enfin, celui dans lequel vous vous reconnaissez le mieux aujourd'hui? Bah forcément, celui dans lequel je me reconnais le mieux aujourd'hui, ça va être Nous qui avons connu Solange, parce que je pense que l'évolution de ce que j'ai écrit, elle a suivi mon évolution personnelle. Et d'ailleurs, si on regarde les sujets, souvent, j'ai été publiée relativement jeune. Et concrètement, les sujets que j'ai traités, c'est les sujets qui m'intéressaient au moment où j'écrivais. Donc, j'ai écrit Les bulles de savon sur la dépression postpartum quand j'ai eu mes enfants. D'accord. Voilà, quand j'écrivais Ma vie, mon ex et autres calamités, où je peux très bien me passer de toi, c'était la période où j'étais célibataire et où je me posais beaucoup de questions sur l'amour, sur rencontrer l'âme sœur, etc. D'accord. Voilà, c'est un peu le. Donc, mes livres me correspondent au moment où je les ai écrits. Et donc, le plus récent correspond le mieux à qui je suis aujourd'hui. Actuellement. OK, bah super, top. Je passe la parole à ma collègue Karen pour, la suite. Oui, rebonjour Marie. Donc, comme l'a dit Bonjour, Sarah, Karen. moi c'est Karen. Je fais partie des cofondatrices de Mots et Merveilles également.
Donc, Sarah a pu citer quelques livres tout à l'heure et elle a cité combien de nous l'ont lu. Mais en fait, on a aussi demandé aux personnes présentes donc de classer les livres par ordre de préférence. Donc, on a un classement. Aujourd'hui, on a le top 3 selon les lecteurs malgaches. En première position, on a La dernière allumette. En deuxième position, Ainsi gèlent les bulles de savon et suivi de Désenchanté. Mais d'abord, on aimerait vous poser une question. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez à l'autre bout du monde, on va dire sur une île qui est quand même à l'autre bout du monde, dans le continent africain, Madagascar, vous avez plein de lecteurs dont vous êtes, vous, l'autrice préférée. Est-ce que vous le saviez depuis longtemps lorsque vous rencontriez des Malgaches en dédicace? Est-ce que vous l'avez appris via les réseaux sociaux ou comment ça s'est passé? Non, je ne le sais pas depuis longtemps. Je me souviens, je crois que c'était au Salon du Livre de Paris il y a 2 ans, où il y a un groupe qui était venu me voir, mais je pense que c'était vous. C'était nous. Ouais, voilà. Et effectivement, à cette occasion, je me souviens qu'on avait parlé et que vous m'aviez parlé de ce groupe de fans, quoi. Et donc, pour moi, c'est super touchant. Et puis, disons que c'est concret parce que je vous vois, vous venez me voir, bon, on se parle, que ce soit sur les réseaux ou là. Et je vois les vrais humains, on va dire, derrière les chiffres. Parce que, bon, je sais que en théorie, je sais que mes livres voyagent à l'étranger, Oui, que j'ai des lecteurs un effectivement. peu partout dans le monde, mais ça reste justement très théorique. Et donc là, pour moi, c'est très émouvant parce que je vois vraiment les vrais gens qui me lisent très loin de la France. Oui, en tout cas, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui parce que si on ne peut pas venir à vous, ça, c'est l'occasion. On vit quand même enfin, un moment de la vie où on peut faire plein de choses en ligne. Donc, encore merci pour votre présence. Et maintenant, du coup, pour faire un petit focus sur La dernière allumette, parce que c'est un livre qui a été un coup de cœur pour plusieurs d'entre nous ici, qui nous a beaucoup touchés. Et c'est aussi un livre qui parle de beaucoup de choses, de traumatisme, de violence domestique, de relations frères et sœurs. Mais si on ne devait retenir qu'un seul message de ce livre, qu'est-ce que ce serait? Quel était le message, on va dire, que vous vouliez faire passer à travers ce livre? Euh, C'est difficile. Difficile, hein? En fait, j'écris pas forcément en me disant que je veux faire passer des messages. Oui, C'est pas aussi évident que ça, même si évidemment, quand j'écris une histoire, ce que je pense va émerger de l'histoire et du roman. Euh, je crois que si on devait garder une chose de ce livre, c'est un message d'espoir qui serait on n'est pas obligé de reproduire indéfiniment les schémas. la violence qu'on a subie. En fait, ce livre, il a été écrit, inspiré au départ par une statistique qui est que 3 enfants sur 4 qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence conjugale, y compris si eux-mêmes ne sont pas victimes, 3 sur 4 finissent à l'âge adulte par être soit victimes de violences, soit violents eux-mêmes avec leur conjoint. Et il y a 2 façons de lire cette statistique. Il y a de se dire, il y a les 3 quarts en fait qui sont détruits par la Oui. violence du père à l'égard de la mère. Mais il y en a 1 sur 4 qui s'en sort, il y en a 1 sur 4 qui arrive à ne pas reproduire. Et voilà, et je voudrais Mm. qu'on retienne ça et sans trop spoiler la fin du livre pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je crois quand même que quand on arrive à la fin, ce qui Oui. reste, c'est cette idée qu'on n'est pas obligé de reproduire. On a toujours le choix. Un enfant, il subit, mais un adulte, il est responsable de ses actes. Et il a certaines possibilités pour ne pas reproduire les souffrances, ne pas faire subir à d'autres les souffrances que lui-même a pu subir enfant. Oui, en tout cas, merci. C'est un livre qui défend une cause importante. Bon, je pense que c'est tout pour la dernière allumette. Merci Marie. Maintenant, je vais passer la parole à Jess pour votre livre le plus récent, donc, qui est Nous qui avons connu Solange. Merci Karen et rebonjour Marie. Bonjour. Maintenant, moi c'est Jeff, pardon, l'une des cofondatrices du book club. Et maintenant, on va plus parler de votre nouvelle sortie,
avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pourriez nous pitcher en quelques mots sans spoiler pour donner envie à celles et ceux qui n'ont pas encore découvert le roman? Alors nous qui avons connu Solange, ça commence avec Célestine, qui est une vieille dame de 107 ans dans un EHPAD en France et elle commence en disant: «J'ai tué quelqu'un. En gros, toute ma vie, j'ai attendu qu'on vienne me demander des comptes, pour ce meurtre. Personne n'est jamais venu, et comme maintenant, bah, je suis très âgée, je vais bientôt mourir. Je vais te dire la vérité» et elle s'adresse à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui elle s'adresse. On le saura qu'à la fin du roman et elle va raconter sa vie et raconter comment elle en est venue à, commettre, ce meurtre et notamment en parlant de sa relation avec une certaine Solange, dont on peut lire les carnets en parallèle de l'histoire de Célestine et la seule chose qu'on sait sur Solange, c'est qu'elle est enfermée dans une, maison, dite de préservation pour jeunes filles, donc qui étaient des maisons de redressement, extrêmement strictes qui existaient en France dans les années 50. On ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais on sait que bah, elle est enfermée, qu'elle voudrait sortir et surtout qu'elle déteste Célestine, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et c'est un livre qui est un peu l'histoire est aussi un prétexte à retracer l'évolution de la condition féminine au XXe siècle et cette évolution assez extraordinaire du statut des femmes dans la société. Merci pour ce pitch et maintenant qu'on a un petit aperçu du roman, j'aimerais un peu revenir sur sa jeunesse. D'où vous est venue, l'inspiration pour ce livre? Alors, c'est un livre qui a émergé de pas mal de choses, qui étaient au croisement de pas mal d'inspirations. La toute première, je crois, il y a 2-3 ans, mon père a écrit un livre, alors qui est un livre pas publié, hein, de non-fiction, sur ma famille paternelle, où il a remonté l'arbre généalogique pour voir d'où venaient nos ancêtres et ce qu'ils faisaient. Donc, c'est très factuel. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'abord parce que ça m'a fait réaliser à quel point je venais de la terre, en fait, d'une famille paysanne. Moi, mes grands-parents étaient vraiment enfin, ils sont nés dans un petit village, le petit village qui est décrit dans le roman, même s'il n'a pas le même nom. Ils étaient tous les deux fils de paysans. Mon grand-père était supposé reprendre la ferme. Finalement, il s'est engagé dans l'armée parce qu'il ne s'entendait pas avec son père. Mais il y a toujours cet ancrage dans la terre qui est très fort du côté de ma famille paternelle. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir à quel point les vies des hommes laissaient plus de traces que la vie des femmes. Parce que les hommes, il y a leur nom sur des actes de vente, des actes d'achat, des transactions commerciales, ils s'engagent dans l'armée, donc il y a il reste des traces en fait, des médailles, des documents, etc. de leur vie. Et de la vie des femmes, beaucoup moins. Il y a les actes de naissance, les actes de décès, mais entre les deux, finalement, tout ce qu'elles ont fait, toutes ces vies qu'elles ont vécues, alors qu'elles ont énormément travaillé, évidemment, qu'elles se sont occupées de leurs enfants, etc., il reste très peu de traces. Et je me suis rendu compte aussi en lisant ce livre que il se trouve que mes deux grands-mères, parce que c'était le cas aussi pour ma grand-mère maternelle, ont dû arrêter leurs études alors qu'elles avaient toutes les deux commencé des études. Elles étaient toutes les deux assez brillantes. L'une pour se marier et avoir des enfants et l'autre pour s'occuper de mon arrière-grand-mère, donc sa mère, qui était gravement malade, parce que mon arrière-grand-père considérait que ce n'était pas à lui de s'occuper de sa femme malade, mais à la fille de la famille, donc en l'occurrence ma grand-mère. Donc elle a dû abandonner ses études et revenir s'occuper de sa mère. Et ça m'a fait réaliser à quel point ma vie était les opportunités que j'ai eues dans ma vie, la liberté que j'ai eue dans ma vie de choisir en fait ce que je voulais être tout simplement, était récente et à quel point mes grands-mères n'étaient pas nées dans le même monde que moi parce qu'elles, quand elles sont nées, elles étaient citoyennes de second rang. Donc évidemment, elles n'avaient pas le droit de vote, mais aussi pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari, pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Si leur mari les autorisait à travailler, à gagner de l'argent, le compte en banque était quand même soumis, la gestion de l'argent à l'accord de leur mari et évidemment, pas de contraception, pas d'avortement. Enfin voilà, un certain nombre de droits qui aujourd'hui nous semblent finalement assez évidents,
au XXIe siècle, pour toutes les filles de notre génération et des suivantes, mais qui, pour nos grands-mères, ont été une révolution. Et voilà, et ça m'a vraiment beaucoup intéressée, en fait, de m'intéresser. Alors aussi parce que d'un point de vue personnel, il se trouve que j'ai perdu mes 2 grands-pères l'année dernière, que je me suis rendu compte que mes grands-parents, ils n'étaient pas nés grands-parents, parce que moi, je les ai connus que dans ce dernier rôle de grands-parents, mais tout ce qu'ils avaient été avant leur traversée du XXe siècle. Voilà, il y en a qui, mes arrière-grands-parents, qui ont connu quand même 2 guerres, une extraordinaire évolution à la fois technologique et sociale. Tout ça, j'ai eu le sentiment que je ne le connaissais pas assez bien, que je ne les avais pas interrogés sur tout ce qu'ils avaient été, les enfants qu'ils avaient été, les ados qu'ils avaient été, les parents qu'ils avaient été, avant d'être mes grands-parents. Parce que moi, évidemment, toute son enfance, on voit ses grands-parents et c'est juste nos grands-parents. Mais encore une fois, grands-parents, c'est le dernier rôle d'une vie. Et avant, ils ont été des tas d'autres choses. Et voilà, et c'est tout ça qui a inspiré le livre. Ainsi que, oui, pour ce qui est de la partie Solange, je parlais tout à l'heure des écoles de préservation. Il se trouve, j'ai écouté un podcast France Culture qui s'appelle Les mauvaises filles du château de Cadillac et qui parle justement de ce qu'étaient les écoles de préservation en France au XXe siècle. Et voilà, en parlant des jeunes filles qui étaient enfermées, etc. C'est un documentaire, hein. Et ça m'a fascinée, ces histoires. Et voilà, j'ai eu envie de le mettre dans un livre. Donc, c'est venu s'ajouter à tout ça. Et tout ça a donné, nous qui avons connu Solange. Là, on a envie de plus découvrir le roman et on vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à notre proposition. Et maintenant, je vais passer la parole à Ant pour la suite du programme. Merci beaucoup, Jess. Et rebonjour, Marie. Moi, je suis Hans au RE de Book sur Instagram. Du coup, maintenant, on va un peu revenir un peu en arrière. On aimerait savoir d'où vous est venue l'envie d'écrire. Est-ce que c'était tout ça a été toujours une évidence pour vous ou c'était Ce qui a toujours été une évidence, c'est d'abord l'amour des livres, de la lecture. Ça, dès que j'ai su lire, j'ai compris que c'était mon truc. J'ai grandi sans la télévision. J'ai jamais vécu dans un endroit où il y avait une télévision. Et donc, je pense que finalement, toute l'envie d'évasion, de fiction, etc., je l'ai concentrée sur la lecture. Et donc, j'ai toujours adoré lire et je suis venue à l'écriture assez naturellement parce que j'ai commencé à écrire à l'école primaire. Ce qui est très bien parce que du coup, je me suis posé aucune question de légitimité. Est-ce que j'ai le droit d'écrire? Est-ce que je sais écrire? C'était pas du tout mes questions. Je me suis mise à écrire comme on dessine, comme on fait de la peinture, de la poterie, comme un enfant, quoi. Et un enfant se pose pas de questions. Et j'ai écrit d'abord des petits poèmes. En primaire, parce qu'on avait fait un atelier de poésie, je me souviens, ça devait être en CE1, en CE2, qui m'avait beaucoup marqué. J'avais trouvé ça magique, cette idée qu'avec 2 mots qui riment, on peut écrire 2 vers finalement relativement facilement et on a tout de suite ce rythme, cette musicalité. En fait, la musicalité de la poésie m'intéresse beaucoup. Et puis j'écrivais aussi, donc je pouvais écrire des suites de livres parce que j'étais déçue de quitter les personnages. Je pouvais écrire des fins alternatives quand j'étais pas contente de la fin d'un livre que j'avais lu. Et puis après, au collège, je pense comme pas mal d'adolescents de ma génération, j'avais un journal intime où je racontais un peu ma vie. Voilà, bon, ça volait pas très haut, je pense, hein, mais c'était assez naturel pour moi d'écrire. Je pense que c'était aussi un moyen de communication qui était facile parce que j'étais une enfant très timide, hein, très introvertie. Et finalement, écrire, c'était une façon d'exprimer plein de choses que je n'étais pas capable d'exprimer à voix haute. Donc, c'était confortable pour moi, l'écriture. Et après, écrire un roman, c'est une autre démarche que de juste écrire sans réfléchir comme ça pour le plaisir, par besoin, parce qu'on a besoin de se décharger à un moment de quelque chose qui nous est arrivé. Et écrire un roman, c'est un rêve que j'ai commencé à avoir, je pense, à la fin de l'adolescence.
pendant mes études, mais un rêve très flou, hein, très théorique. Je veux dire, comme on peut rêver d'être Britney Spears quand on a 12 ans, mais bon, sans non plus de s'inscrire au conservatoire et faire des démarches vraiment pour y arriver, parce que moi, je n'ai pas fait du tout d'études de lettres. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à finir mon premier roman, parce que comme j'y allais à la fois en dilettante et puis complètement à l'aveugle, il s'est passé que j'ai commencé 50 romans et puis qu'à un moment, j'arrivais très vite, au bout de 30 pages ou 50 pages, à la difficulté de l'écriture qui est inhérente à tout projet d'écriture long, on va dire, et que j'arrêtais en me disant non, mais là, j'ai plus d'idées, donc je vais commencer quelque chose d'autre, j'ai une autre idée qui est meilleure, sauf qu'avec cet état d'esprit, on finit jamais un roman forcément. Donc, je pense qu'entre mes 15 et 20 ans, j'ai commencé, je sais combien de romans que j'ai jamais terminés. Hein. Certains, d'ailleurs, je commençais 3 pages. D'autres, je suis allée un peu plus loin. Il y en a au moins un pour lequel j'avais écrit quand même une bonne centaine de pages, mais j'ai toujours abandonné. Et après, ce qui a été le déclic vraiment de me dire je vais aller au bout quoi qu'il arrive, et parce que ça fait trop longtemps que j'ai cette idée en tête, que ça m'obsède, etc. C'était à la fin de mes études, et c'est mon père qui m'avait offert à Noël un petit bouquin qui s'appelait, c'était un petit bouquin en anglais qui s'appelait Time to Write, donc le temps d'écrire. Et c'était un petit livre d'écriture créative américain, pas forcément révolutionnaire en soi, mais j'ai compris 2 choses. Déjà, je pense que le fait que mon père m'offre ce livre et que donc quelqu'un d'autre que moi prenne au sérieux finalement ce truc d'écriture que j'avais depuis toujours, mais qui me semblait être un peu un rêve inaccessible, et voilà, personne ne devient écrivain. Moi, j'avais pas d'écrivain dans ma famille, pas d'éditeur, j'avais aucune idée de la façon dont ça fonctionnait. Donc, mais le fait que lui fasse ça, il prenne ça au sérieux, ça m'a donné un peu confiance, ça m'a aidé à moi-même me prendre un peu plus au sérieux. Et aussi, j'ai intégré le fait, parce que c'était un livre dans lequel il y avait pas mal de témoignages d'écrivains, que la difficulté fait partie du processus d'écriture. Et que quand on écrit, il y a des moments qui sont, et d'ailleurs des moments géniaux, extraordinaires. On écrit pour ces moments-là où on a l'impression que, on dit qu'on a l'inspiration, mais que ça vient tout seul. On écrit 3 heures d'affilée et on a l'impression que ça nous a pris 10 minutes et ça coule des doigts et de l'esprit. Et puis il y a d'autres moments où en fait c'est horrible. On n'y arrive pas, on n'a aucune idée, on a l'impression que tout ce qu'on a fait c'est nul, on a envie de tout jeter à la poubelle et d'abandonner, voilà, et ça m'arrive encore. Hein. J'ai toujours des moments quand j'écris un roman, alors que j'en ai écrit, je pense, là, c'est mon 12e, je crois, où j'ai envie de changer de métier, où je me dis, je me suis trompée, il faut que je fasse autre chose, c'est nul, ça n'intéressera personne. Mais voilà, il faut le fait de comprendre que ces moments-là, ils font partie de l'écriture, du processus d'écriture, exactement au même titre que les moments où ça coule tout seul, c'est ça qui m'a permis d'aller au bout de mon tout premier roman. Et voilà, et je me suis dit, je vais au bout, même si personne ne lit, même si c'est nul, je vais au bout parce que ça fait trop longtemps que j'essaye et que j'y arrive pas. Et je suis allée au bout. C'est un roman qui n'a jamais été publié, qui a été refusé dans absolument toutes les maisons d'édition auxquelles je l'ai envoyé. Mais j'avais tellement aimé le processus, j'avais tellement... et puis j'avais l'impression que j'avais compris quelque chose, que si j'étais allée au bout du premier, je pourrais aller au bout du deuxième, du troisième, du quatrième. Et donc je me suis remis au bout j'ai abandonné l'idée de le publier. Voilà, il y a un moment, tout le monde m'a dit non. Et j'ai commencé à écrire le deuxième. Et c'est le deuxième qui a été publié. D'accord. Et du coup, le premier, il est encore avec vous. Enfin, vous avez un exemplaire. Oui, non, mais je l'ai sur mon ordi. D'ailleurs, sur un disque dur, j'ai changé d'ordi depuis. Et puis, je l'ai gardé, moi, imprimé. Il doit être quelque part, là, dans mon bazar. Hein, mais personne, quelques personnes de ma famille l'ont lu, mais personne n'y a accès. D'accord. Et vous pensez pas mieux, publier? Hein, je préfère ça. Je dis toujours, les romans, c'est comme les crêpes. Souvent, le premier, il est raté. D'accord. D'accord. Et du coup, quand vous écrivez, ça se passe comment? On aimerait tout savoir. Enfin,
l'endroit? Est-ce que vous avez un endroit spécial pour écrire? C'est ça, l'endroit spécial, il est là, c'est mon bureau, voilà. Je peux vous montrer, je ne sais pas si on voit, voilà, j'ai mis des trucs que j'aime bien au mur ou mes petits succès personnels. Voilà, j'ai beaucoup de bazar, hein, vous pouvez constater, mais c'est ma pièce à moi. C'est, comme dit Virginia Woolf, c'est voilà, ma chambre à moi. Et c'est ici que j'écris. Je peux fermer la porte. On ne vient pas m'embêter quand la porte est fermée. Et c'est ici que j'aime écrire. Alors, il y a des écrivains qui aiment écrire dans des cafés, dans des trains, que l'agitation, le mouvement inspire. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai vraiment besoin de me tourner complètement vers l'intérieur quand j'écris. Donc, toute déconcentration est problématique. Donc, quand j'écris, quand je suis dans le premier jet d'un roman, j'essaye d'écrire à peu près tous les jours. Alors bon, comme j'ai des enfants, donc le week-end, c'est plus compliqué, mais disons que j'essaye de jamais sortir trop longtemps de mon manuscrit. Et j'aime être chez moi, dans le silence. La routine, je dirais, à laquelle je suis la plus fidèle, c'est d'éteindre mon téléphone et de le laisser dans une autre pièce. Parce que voilà, je pense qu'il faut, enfin moi en tout cas, j'ai besoin d'un niveau de concentration qui est important. Et après, quand je suis en processus d'écriture, je cours beaucoup parce que quand j'écris, j'écoute pas de musique, mais le fait de sortir courir en écoutant ma musique, j'ai l'impression que ça libère quelque chose dans mon cerveau. Et souvent, j'ai plein d'idées, je les ai en courant. Donc, dès que je suis bloquée, dès que je me dis, bon, je prends mes baskets, je vais faire un tour, je me mets ma musique à fond et il y a plein d'idées de scènes ou de personnages ou de points d'intrigue, on va dire, que j'ai en courant. Et après, alors, je ne sais pas si la question parlait de méthode aussi, d'écriture, mais j'écris aujourd'hui d'une manière très différente de la façon dont j'ai écrit mes tout premiers romans. Au début, mais je pense aussi parce que je partais un peu à l'aveugle, que j'avais peur, etc. Je faisais toujours un plan très détaillé, je faisais des fiches personnages. Voilà, j'ai essayé d'avoir tout défini avant de commencer à écrire. J'ai fait ça pour pas mal de romans, ce qui n'avait pas beaucoup de sens puisque je suivais jamais le plan que j'avais écrit et puis les personnages faisaient bien ce qu'ils voulaient, ils suivaient pas non plus la fiche que je leur avais attribuée. Donc, à un moment, j'ai de plus en plus lâché prise sur le travail préparatoire, le plan, etc. Et maintenant, j'ai plus du tout de plan. J'ai une vague idée de ce que je veux écrire, de là où je veux arriver. Dans la dernière allumette, par exemple, je savais ce qui s'était réellement passé, ce qui était vraiment arrivé à Abigail, mais j'avais aucune idée de comment ça lui était arrivé, comment le lecteur allait l'apprendre, comment elle-même allait retrouver la mémoire, puisqu'elle est amnésique au début du livre. Mais voilà, j'avais cette idée qu'il fallait que je tende vers ce point-là. Et accessoirement, je n'écris pas du tout dans l'ordre, parce que dans la plupart de mes romans, il y a plusieurs voix qui s'expriment. Et donc, je peux être sur un personnage pendant 2 semaines, écrire des chapitres qui concernent uniquement un personnage et ensuite passer à un autre. Et c'est dans un deuxième temps que je vais intercaler les chapitres pour que chaque personnage puisse au bon moment donner sa version de l'histoire. Et voilà, donc c'est un espèce de puzzle. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en écrivant, alors que je suis déjà en train d'écrire. Alors, si je réfléchis en amont sur plutôt justement une logique de plan, je pense que ce truc de se dire je vais faire un plan avec des relations de cause à effet, etc., c'est trop rationnel pour moi. Ça m'enferme trop. J'ai pas d'idée, en fait, quand mon cerveau est en mode plan. Par contre, quand je suis déjà dans l'écriture et que je commence à me perdre un peu, à partir un peu dans tous les sens, là, dans justement ces divagations, on va dire, dans tous les sens, il y en a certaines où je vais me dire, non mais ça c'est bien, ça je vais garder cette idée-là. Et je vais partir sur celle-là, mais j'ai besoin de m'être un peu perdue pour y être arrivée. D'où ce processus d'écriture un peu chaotique qui est le mien désormais.
D'accord, merci. Mais du coup, ça vous prend combien de temps environ pour écrire un roman? Alors, ça dépend un peu du roman. Là, par exemple, nous qui avons connu Solange, l'écriture vraiment pure, ça a dû me prendre une petite année, je dirais. Mais avant, j'ai écouté beaucoup de podcasts, lu beaucoup de livres. C'était la première fois que j'écrivais un roman historique, donc il fallait que voilà, il y avait un certain nombre de recherches à faire. Comme il y a tout un pan qui parle de la psychiatrie, de la maladie mentale et de la façon dont on appréhendait la maladie mentale au XXe siècle, il a fallu que je m'enseigne là-dessus. Donc c'est quand même un roman. Enfin voilà, j'étais déjà dans l'écriture dans la réflexion en tout cas sur le roman, au sens où je faisais beaucoup de recherches, j'écoutais des choses, je prenais un peu des notes. Mais je ne m'étais pas assise devant mon ordinateur en me disant je commence à écrire ce roman avant, je dirais, l'automne. Oui, c'est ça, un an avant, je dirais. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Du coup, je vais passer la parole à Dina maintenant. Oui, merci beaucoup. Bonjour Marie. Donc moi c'est Dina. Là, je vais plutôt passer, on va dire, la parole à nos membres. Je crois qu'ils attendent impatiemment de pouvoir échanger avec vous. Ce qu'on va faire, c'est que et on va peut-être un peu expliquer parce que on a une partie qu'on appelle vos mots ouverts dans le book club. Et donc, ce sont les membres actifs qui vont poser les questions. Et juste pour les membres, lorsque ce sera votre tour, dites simplement votre prénom et posez une question, on va dire assez concise et brève, et une seule question si possible. Donc, ce sera sur le principe de première main levée, premier avis. Donc, c'est parti. Soyez pas timide, hein, levez vos mains. Ok, je vois Ensu. Tu as la parole, Ensu. D'accord, oui. Bonjour Marie, je suis Bonjour. Ensu. Alors ma question concerne les genres littéraires. Est-ce qu'il y a un genre littéraire que vous aimeriez explorer dans le futur pour vos prochains livres? Je sais pas parce que en fait, je réfléchis pas trop en tant que genre littéraire. Quand je commence à écrire un livre, c'est plus l'histoire qui me porte vers un genre ou vers un autre. Je me suis pas dit Les Enchantés, effectivement, c'est presque un polar, mais je me suis jamais dit je vais écrire un polar. Je me suis dit je vais écrire une histoire d'amitié. Je vais envie de parler des années 90. J'ai envie de parler de sororité, de solidarité féminine. Et l'histoire qui m'a permis de parler de tout ça, il se trouve que c'est une histoire qui est un cold case, en fait, avec une disparition d'il y a 20 ans. Et il y a plein de codes dans ce livre du polar, mais je ne me suis pas dit, je vais écrire un polar. Mais de la même manière que même pour Solange, je ne me suis pas dit, je vais écrire un roman historique. Je me suis dit, je voudrais montrer... je voudrais parler de plusieurs générations de femmes, de l'évolution de la condition féminine au XXe siècle, mais pour moi, au départ, je pensais que les personnages contemporains du roman, ils auraient autant de place que les personnages historiques, donc ce n'était pas vraiment un roman historique, sauf qu'au final, le résultat, c'est que c'est un roman historique et qu'on voit très peu les personnages contemporains. Donc je peux pas, je me pose jamais la question du genre, donc je sais pas. Peut-être que je vais me retrouver. Je sais que j'aime bien le suspense, les retournements de situation, les mystères, donc peut-être que je vais finir par créer un vrai thriller, mais ce sera malgré moi, si j'ai envie de dire. Ce sera voilà. Ok, merci beaucoup. Je vois Ensu.
Hello Marie. Du coup, moi, c'est Riansu. Bonjour. Ma question, c'est par rapport au... Moi, ce qui m'a rendue amoureuse de vos livres et de votre plume, c'est surtout le fait que vous mettiez souvent les femmes en avant. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que un jour vous comptez écrire un livre où le main character, c'est vraiment un homme, un personnage masculin? Je l'ai déjà fait. Moi, je pense que la dernière allumette, le héros de la dernière allumette, c'est un homme. Il est raconté à travers les yeux de femmes. Mais si on réfléchit, le vrai héros, c'est un homme. Donc, pour moi, je l'ai fait. Après, je donne des perspectives féminines parce que moi-même, étant une femme, c'est souvent le regard que j'ai sur les choses. Et puis, je me dis, on a tellement... la littérature a tellement exclu les femmes et les problèmes des femmes comme s'ils étaient triviaux. Et, et on ne demande pas aux hommes, on se pose pas, on pose pas cette question aux écrivains hommes, en fait, de est-ce qu'ils ont l'intention de parler des femmes, alors que la plupart ont beaucoup des héros masculins. Donc, c'est une volonté aussi de compenser l'absence des femmes qu'il y a eu en littérature pendant des siècles et de parler des problématiques des femmes et des regards de femmes. Et ce que c'est que de traverser la vie dans un corps de femme, parce que pendant très longtemps, personne n'en a rien eu à faire. Et on n'est pas allé demander à Hemingway pourquoi il parlait que des hommes, de la guerre, voilà, de tous ces trucs un peu guerriers, de pouvoir masculin. Et moi, je pense qu'on est la moitié de l'humanité et que ce qu'on traverse, nos problèmes de femmes, voilà, nos corps de femmes, la maternité, toute cette expérience, elle a autant de valeur que l'expérience d'un homme. Donc, je continuerai à parler des femmes et de mon regard de femme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Riansu. Je vois également Riamal. Tu as la parole. Euh, euh, Salut Marie. Moi c'est Rihanna. Bonjour. Ma question, elle n'est pas vraiment rapport avec les livres, mais je voulais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une fois ou plusieurs fois, de rater un événement par oubli? Exemple, j'ai un exemple pour être plus clair. Vous avez peut-être une rencontre avec des lectrices ou une séance dédicace et que vous avez juste oublié et que vous avez raté, du coup. Par oubli? Oui, alors, par oubli. Je suis tout à fait capable d'oublier des choses. Ne serait-ce que il y a 3 semaines, dans la même semaine, j'ai réussi à zapper 2 interviews. Une où j'ai eu du bol parce que mon téléphone a sonné, j'avais complètement oublié. Mais du coup, j'ai fait comme si, quand le journaliste m'a appelé, je n'avais pas du tout oublié. Et l'autre, par contre, j'étais déjà au téléphone, je n'ai pas décroché. Et 2 heures après, je me suis rendu compte que j'avais une interview. Donc ça peut tout à fait m'arriver. Je suis très tête en l'air, je suis très rêveuse. Il faut quand même savoir que je mets, notamment quand je suis en train d'écrire, je mets une alarme pour savoir quand je dois aller chercher mes filles à l'école parce que une fois j'ai oublié. L'école m'a appelée en me disant où est-ce que vous êtes parce qu'elles étaient à l'accueil à m'attendre, les pauvres. Donc, je suis susceptible d'oublier absolument tout le temps. Mais comme je suis comme ça depuis 41 ans maintenant, j'ai un système, tout ce qui est important, j'ai 4 appels. Voilà. Donc, j'ai un agenda, j'ai un double agenda. J'ai un agenda électronique qui met des alarmes tout le temps. J'ai un agenda papier dans lequel je note tout. Et ça, je dois dire que, bon, même si le smartphone a beaucoup d'inconvénients, de déconcentration, etc., ça m'aide quand même beaucoup à réussir justement à m'organiser à peu près
quand j'ai des obligations. Donc, tout ce qui est professionnel, on va dire, tout ce qui est les dédicaces, les rencontres, etc., normalement, le système que j'ai mis en place me permet de ne pas les rater. Super, merci beaucoup. Comme il nous reste à peu près 8 minutes, je pense que on va prendre 3 questions. Enfin, il y aura une question qui a été posée dans le chat, qui est de Fifaline. Et puis après, il y a Kouloun et Elodie. Donc la question de Fifaline, c'est qu'est-ce que la personne, l'écrivaine que vous êtes aujourd'hui, dirait à l'enfant, l'adolescente que vous étiez par rapport à l'écriture? À l'adolescente, je ne sais pas, parce qu'adolescente, j'avais plein de problèmes. Et l'écriture n'était pas mon premier problème. Comme tous les adolescents, tout était la fin du monde. Donc, à l'adolescente que j'étais, je dirais, écoute, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va s'améliorer. C'est qu'il y a eu un mauvais moment à passer. Je pense que tout le monde est passé par là. Mais ça s'arrange après. Et peut-être pareil d'ailleurs à la petite fille que j'étais, je sais pas, je me demande ce que j'aurais pensé enfant si on m'avait dit dans 30 ans tu seras écrivaine. J'aurais été contente, mais enfin hyper heureuse. Mais c'était bien d'avoir la surprise aussi, hein, mais moi, j'ai pas. Alors, j'ai une nostalgie de l'enfance, évidemment, parce qu'il y a une insouciance de l'enfance, une absence de responsabilité qui est extraordinaire. Mais je suis beaucoup plus contente, heureuse aujourd'hui que je l'étais, par exemple, dans ma vingtaine. Donc, tout ce que je pourrais dire à la personne plus jeune que j'ai été, c'est que ça va aller, en fait. Que même quand il y a des périodes plus difficiles, que c'est la vie, il y a un cycle, qu'on ne va pas bien tout le temps, mais que c'est normal. Et qu'il y a des joies et des peines, et que l'essentiel, c'est d'avancer. Oui, bonjour Marie. Bonjour. Ouais, c'est Kouloun. J'aimerais demander comment gérez-vous la pression du succès? C'est tout. Ça dépend des moments. Après, le succès, c'est pareil, c'est très théorique. Ce qui est appréciable, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai cette chance immense de pouvoir vivre de ce que j'aime faire. Et donc pour ça, j'ai une éternelle gratitude parce que je sais que c'est pas quelque chose c'est pas une chance que tout le monde a. Je suis tout à fait consciente aussi et lucide sur le fait que ça ne durera probablement pas éternellement, parce que comme ça fait maintenant un moment que je suis dans le monde de l'édition, parce que j'étais publiée la première fois il y a 12 ans. Donc, j'ai vu des auteurs avoir du succès, disparaître. J'ai eu cette chance, je pense, de ne pas avoir un succès immédiat avec mon tout premier roman et d'être rentrée progressivement là-dedans, ce qui fait que finalement, je vois bien que ça change. Enfin, tout dans ma vie n'a pas changé du jour au lendemain, comme j'ai vu tout changer du jour au lendemain chez certains auteurs ou autrices qui, avec leur premier roman, ont fait un énorme carton et où là, ça a pu être très difficile à gérer. Moi, en fait, tout est arrivé progressivement. Donc, par exemple, les sollicitations des lecteurs, j'en ai eu progressivement de plus en plus, mais du coup, j'ai eu le temps d'apprendre à dire non, à mettre des barrières, à préserver un temps d'écriture, un temps pour ma famille, à pas partir dans tous les sens tout le temps dès qu'on me proposait quelque chose.
parce que c'était potentiellement une opportunité. Donc, j'ai l'impression que, évidemment, il y a une pression. Hein, je suis hyper stressée quand je sors un livre. Je suis beaucoup plus stressée quand je sors un livre aujourd'hui que quand je le sortais il y a 10 ans, parce que je sais qu'il y a de facto beaucoup de gens qui vont le lire. Mais au fond, si je me pose 2 minutes, en plus j'habite aux Pays-Bas, donc je suis un peu en retrait finalement par rapport à l'édition parisienne, etc. Quand je suis chez moi, je suis avec mes enfants, je suis avec ma famille, je suis avec mes bouquins, j'y pense pas en fait. Ma vraie vie, elle est là. Et de temps en temps, on me le rappelle, voilà, dans des événements comme ça. On va me dire un nombre de lecteurs, un nombre de pays de traduction, etc. Et je vais me dire, ah ouais, c'est dingue. Mais heureusement, je n'y pense pas tout le temps parce que sinon, effectivement, ce serait beaucoup trop angoissant. Hello, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Ouais. Bonjour, merci pour ces réponses, Marie-Vareille. Je suis Elodie et je suis très émue d'être là. Merci pour tes œuvres parce que la plupart m'ont fait pleurer. Et merci pour ça. Et ma question n'a pas vraiment beaucoup à voir avec les livres, genre pas du tout. Je voulais juste demander ce que Madagascar évoque. Est-ce que ça évoque pour vous Madagascar, à part les dessins animés, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça évoque quelque chose? Ah Les bah, je vais être très Malgaches, cliché Madagascar. parce que je ne suis jamais allée à Madagascar. À Madagascar, que je connais mal, mais pour moi, Madagascar, immédiatement, ce qui me vient à l'esprit, c'est la vanille. Parce qu'il y avait toujours ces trucs vanille de Madagascar sur les sucres vanillés, les gousses de vanille, etc. Après, de ce que je connais, c'est-à-dire pas grand-chose, pour moi, ça m'évoque la nature. Je pense qu'il y a une très beau paysage. Et puis une île. Mais voilà, je ne connais pas. Malheureusement, je n'y suis jamais allée. Donc, c'est difficile de répondre à cette question de manière plus détaillée ou plus riche, quoi. On espère que vous auriez l'occasion de venir à Madagascar. En tout cas, nous, on est très, on vous accueillera à bras ouverts. Vous êtes la bienvenue. Vous avez beaucoup d'admiratrices, d'admirateurs. Et je pense qu'on est tous d'accord que ça a été vraiment un moment pour nous spécial en tant que lecteurs malgaches, en tant que lecteurs tout court. Hein. Et on espère que pour vous aussi, ça a été un peu une petite parenthèse ou même quelque chose qui vous a apporté de l'énergie aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas pu, pas tous les membres ont pu poser des questions, mais peut-être, si on peut vous les envoyer par mail, hein, je sais pas, on peut également faire ça. Si des membres ont des questions plus spécifiques. Mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour ce moment. Hein. On est vraiment, je pense qu'on attendait avec impatience et puis on n'arrive même pas à y croire pour vous dire qu'on est là avec vous. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre générosité, Marie. Bah, merci à vous pour l'enthousiasme, pour ce bel accueil. Voilà, je suis très touchée de voir vos retours, vos mots, vos questions, votre intérêt. C'est vraiment justement un de ces moments où je peux concrètement, humainement, voir à qui parlent mes livres et c'est toujours c'est génial pour moi aussi. Donc, merci. Oui, du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un moment unique et à part aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté encore de vous prêter à nous à cet échange avec autant de générosité. Merci pour votre disponibilité aussi et pour toutes les réponses, de nous avoir permis de vous découvrir loin de vos livres, mais toujours dans vos livres. Et c'est toujours une expérience, moi, personnellement, de venir vous rencontrer pendant des interviews
et de vous lire à nouveau. Et je pense que là, ils sont d'accord avec ça, nos membres. Mais c'était aussi une expérience encore plus précieuse pour nous d'avoir pu vous poser des questions, de vous avoir interviewé, si on peut le dire comme ça. Donc, merci à vous aussi, chers membres de Mots et Merveilles, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, parce que si vous n'étiez pas là, ben, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Et je pense qu'on repart de ce moment avec des émotions plus fortes, beaucoup de bonnes choses plein la tête, et on a envie de continuer de lire, de découvrir tous vos livres, Marie, de les partager, de ressentir beaucoup d'autres choses à travers vos livres, et parce que bien sûr, les livres, comme on a l'habitude de le dire, ce sont des merveilles à mots ouverts. Merci beaucoup à vous et plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous aussi. On vous laisse, Bonne on vous laisse repartir pour. Ah. Ok, c'est bon. Ok, bah, merci tout le monde. On espère que vous êtes contents. Donc, effectivement, ce n'était pas un poisson d'avril. Ça s'est bien passé. On n'a pas rêvé. On a discuté avec Marie Vareille. Et maintenant, on aimerait avoir vos retours, vos ressentis par rapport à cette séance, par rapport à l'organisation, par rapport à la com qu'on a fait aussi, parce que oui, on a un peu fait exprès de le sortir le 1er avril. Donc, tout ça, si qui souhaite s'exprimer peut lever la main. Je n'ai pas la visibilité sur qui lève la main, mais on aimerait avoir vos retours positifs ou négatifs, constructifs. Les mains levées qui sont là actuellement, c'est des mains levées de maintenant ou de tout à l'heure? Non, c'est de maintenant. Il y a Taïn, Narine, Ok, vas-y, Taïn d'abord. Et Chloé. Hello tout le monde. Hello. Coucou. Alors moi, je n'ai que des retours positifs déjà. Merci aux équipes de Mots et Merveilles parce que jusque-là, je suis encore émue. Je m'en remets pas, je suis trop contente et j'ai rien à dire à part merci de nous faire vivre cette expérience. Je sais pas, je suis tellement émue que merci. Si vous êtes contents, nous sommes contentes aussi. Hein. Ok, Narine, je vois en deuxième main levée. Ah oui, ça marche? Oui. Ok, moi, j'avais pas beaucoup d'attentes par rapport à ça parce que je n'ai lu qu'un de ces livres, mais je ressors avec 2 livres dans ma pile à lire que je dois absolument lire, genre dans 1 mois ou plus tard. Donc ce sera La Dernière Allumette et Nous qui avons connu Solange. Oui. Donc Bonne merci beaucoup, lecture. j'ai vraiment adoré. Ben, on pourra faire une LC Solange pour tous ceux qui n'ont pas encore lu Solange aussi. Merci Narine. Chloé? En tout cas, baada ya tunavyoe poisson d'avril tena manjakin teoete putis méfiez fona aussi des poissons d'avril des excuses. Mais en tout cas, en tout cas, merci. Hein. Surtout en été Madagascar, ça va comme un dia. J'ai rencontré des Cassérines. Je suis très émue. Bonjour. Quoi, on dirait que je rêve. C'est exagéré. C'était trop bien. C'était trop bien. Merci beaucoup. Nous sommes contents d'avoir vécu ça avec vous. Hein. Merci Clown, Rihanna. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à dire, à part merci, vraiment un grand merci, parce que ça fait des heures que je dis à mes frères et sœurs, ne me dérangez pas, c'est bon, je ne veux plus qu'on me dérange, je vais parler avec Marie Vareille, et je suis pas du tout déçue, je suis heureuse. Ça fait des heures que j'ai ce sourire, je pleurais.
pendant le truc, j'étais à ça de pleurer, j'étais tellement émue et contente. Donc, merci. Merci à toi. On dit. D'accord. Pour moi, déjà, je vais dire les remerciements. Hein, c'est vraiment une séance spéciale. Et pour mes retours à moi, déjà, pour la com, vous savez, la bande-annonce que vous avez sortie le 1er avril, c'est le 1er avril, par rapport au Oui, reel là oui, c'était le 1er que vous avez avril. fait. Oui, j'étais très étonné parce que vous avez compilé à peu près d'autres séquences du podcast et vous avez justement compilé spécialement le moment où vous avez mentionné Marie Pareil, c'est libre. Et j'étais Mhm. très étonné parce que je pense, comment vous avez fait déjà? Vous avez, Ça est-ce a que vous pris du avez, temps, mais voilà, on a pris des extraits. voilà. Du coup, moi, je dis bravo à la dédication de l'orchestre de Tisseur là. Alors, Merci. pour la suite, hein, moi, j'ai vraiment adoré la science parce que déjà, je me suis vraiment reconnu, moi qui aspire à être, moi qui aspire à écrire un jour un livre. J'ai reconnu sur le fait, par exemple, sur le fait que elle a dit tout à l'heure que ça peut lui arrêter d'écrire beaucoup de choses en même temps, d'avoir des idées qui arrivent dans ta tête et après l'idée sur laquelle elle est en train de travailler, là maintenant, par exemple, elle peut trouver ça, ah, c'est pas intéressant, c'est nul et elle a envie tout de suite d'aller travailler une autre idée. Et moi, ça m'est déjà arrivé, moi, ça m'arrive tout le temps lorsque je voudrais écrire quelque chose, que je trouve une idée sur laquelle je suis en train de travailler nulle et que moi, je peux travailler une autre idée. Et bon, ça, c'est juste une des choses sur laquelle je me suis vraiment identifié et j'ai vraiment apprécié les choses qu'elle a fait sur le backstage. Backstage, c'est une romancière. Et voilà. Voilà pour moi. J'ai vraiment merci beaucoup pour les Ok, cofondatrices pour merci, on cette dit. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire la com, mais on a fait comme on pouvait, ça a quand même fonctionné. Inde, puis Ensu, et après Tambi. Inde, tu es là? Ton micro est désactivé. Je crois qu'elle bug un peu. Ouais, chez moi, elle bug. Ok, bah sinon, il y a tout d'abord et après on revient à elle. Vas-y, Ensu. Ok, déjà, merci beaucoup pour cette séance parce que jamais, grand jamais, je n'aurais cru que c'était possible de parler avec Marie pareil à Mata. Et vraiment, c'était incroyable. Et justement aussi, mes retours par rapport à la séance, vraiment, ça dès pas quand les séances, ça finit, ça peut traîner, mais cette séance aussi, je trouve que j'ai fait ça, enfin, la façon dont vous avez structuré la séance, même les questions, le petit throwback sur ces livres, vraiment tout ça, c'était parfait. Et voilà. Merci, moi et merveille. Merci C'est pour trop ce chaud. retour. Inde, est-ce que tu es en mesure de parler là? Si tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Je crois que c'est encore un problème de connexion. Sinon, vas-y, Tambi. Ton micro est désactivé, tant bien. Je crois que vous avez tous un problème de micro. Ok, Tam, vas-y, c'est bon. On t'écoute. Non, j'ai pas grand-chose à dire, mais juste, je suis tellement T'as coupé. pour Tellement. un moment. Et voilà. Bah, Tam, elle est tellement.
Tant bien, on n'a pas entendu. Je Hein. suis tellement contente, tellement reconnaissante. Tellement heureuse, tellement. Ok, merci, Mitsant. Donc, moi, j'étais trop heureuse d'avoir participé à cette séance, même si au début, à l'inscription éphémère, je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée là? Qu'est-ce qu'elle prépare? Et puis, il y a la compte de confirmation le 1er avril. Je me doutais de rien. Puis, il y a le story ou note de Clown qui a dit, ce n'est pas ce n'est pas un poisson d'avril. Puis après, je me suis doutée, et si ça n'existe pas, mais ça va après. Et puis, pendant la séance d'aujourd'hui, trop contente, même si j'ai lu que 3 livres, d'avoir lu 3 livres. J'étais trop contente et ça y est. Bah, c'est l'essentiel. Merci. On va finir avec Frédéric. Tu lèves ta main. Ok, vous m'entendez? Oui. Ok, tout d'abord, un grand merci pour vous, moi et Merveille, d'avoir organisé cette séance. Ça fait 2 séances que j'ai ratées et c'est vraiment incroyable d'avoir cette sensation nouveau d'assister à une séance et surtout avec Marie Vareille, c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé la permission à mon patron de quitter le boulot pour assister à cette séance, il m'a dit, waouh, je n'ai aucune raison de t'en empêcher, Fred. Vas-y, fonce. C'est tellement rare de rencontrer Marie Vareille, alors fonce. Et j'ai eu la permission, heureusement, et je suis là. Et même si j'ai pas parlé pendant la séance, j'ai aimé. Merci beaucoup. Super, ton patron. Hein. Oui, il est vraiment On cool. adore. En tout cas, merci à tous, parce que cette séance n'aurait pas eu lieu et n'aurait pas été comme ça sans vous aussi. Et on vous dit toujours que c'est pas que notre book club à nous, c'est vous aussi qui faites vivre ce book club. Donc, merci à tous et vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes le 24 avril. Donc, écoutez, commentez, on compte sur vous. Du coup, merci pour cette séance et on se dit au prochain podcast. Mais d'ici là, n'oubliez pas que les livres sont des merveilles. À vos nouvelles!